Bonsoir, certains me connaissent, je m'appelle Didier Landoucci, j'ai joué dans Les Bonimenteurs, un spectacle d'improvisation pendant près de 17 ans. J'ai tourné un peu partout en France, on a commencé dans les années 2000 et c'est vrai qu'on a aidé à démocratiser un petit peu cet art un peu particulier. Et à la suite de ce nombre d'années, de toutes ces tournées, j'ai eu envie de faire un spectacle un peu différent. Non pas un spectacle d'improvisation, mais un spectacle sur l'improvisation. Parce qu'en fait, moi j'ai découvert l'improvisation à l'âge de 21 ans. Je n'avais jamais fait de théâtre avant. Moi, je faisais du foot. J'adorais ça. Tous les soirs, lorsque je rentrais chez moi, je prenais mon cartable, je le jetais dans ma chambre et je descendais jouer au foot. J'habitais dans les quartiers nord de Marseille, une petite cité, et ma mère me disait « Mais Didier, tu vas où ?»« Je vais jouer au foot, au Maracana. » Le Maracana, c'était un terrain vague qu'on avait aménagé en terrain de foot au milieu d'une forêt d'immeubles. On lui avait donné le nom de Maracana en hommage au plus grand stade de foot du monde, le stade de Rio de Janeiro, le Maracana. Et il y avait toutes les nationalités forcément dans ces cités, et tous les soirs on refaisait la Coupe du Monde. Tous les soirs on jouait, et il y avait des gens qui venaient de tout horizon. Il y avait des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Comoriens, des Algériens, des Marocains, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Norvégiens. Non, il n'y avait pas de Norvégiens, parce que les Norvégiens sont rarement venus s'installer dans les quartiers nord de Marseille quand même. Mais tous les soirs on jouait, tous les mercredis on jouait, tous les week-ends on jouait, les vacances, je ne ratais jamais un match. J'aurais aimé devenir professionnel, mais je n'étais pas assez bon pour ça. Voilà, la vie en a décidé autrement. Pardon, j'avais fait du théâtre. J'ai complètement oublié. J'avais fait du théâtre au CP. J'avais joué Mowgli pour le spectacle de fin d'année. Ouais, alors c'était... moi j'avais rien choisi, hein, c'était la prof de l'époque qui m'avait dit « Tu feras Mowgli ». Une expérience intéressante parce que pour faire son casting, elle s'était basée sur le physique et l'énergie des gamins qu'elle avait en face d'elle. Moi, à cette époque-là, j'étais très maigre, j'avais les cheveux longs, j'étais mat de peau, tac, j'avais fait Mowgli. Les petits noirs avaient fait les petits singes, les petits arabes, les vautours, et les petits gros, Balou ou les éléphants. Ah, je vous jure, c'est vrai, ouais. Ben, c'était une autre époque. C'était une époque où on mettait vraiment les origines et les différences au service d'un projet culturel, vous voyez. Bon, cette image des petits noirs accroupis autour de moi en train de manger des bananes pendant que je chantais « Je voudrais être un homme », pam, 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 ça m'a pas poussé à entreprendre une carrière tout de suite. Non, le théâtre, je l'ai découvert bien après, l'improvisation encore plus tard. C'est, en fait, le théâtre à cette époque-là, à l'âge de 21 ans, donc c'était à des années-lumière de mon univers. C'était à l'opposé de ce que je pouvais imaginer. Pour moi, le théâtre, c'était des gens en collant, dentelle, perruque, qui parlaient un vieux français que je ne comprenais pas, vous voyez. C'était du style « Oh, monsieur le marquis, mais où êtes-vous? Où êtes-vous, monsieur le marquis? Madame, derrière ce fourré, approchez, madame la marquise. Oh, monsieur le marquis, vous êtes fou. Cessez de m'envoyer toutes ces lettres d'amour, je vous aime, mais notre amour est impossible, je suis déjà marié. Alors souffrez que je ne puisse souffrir d'une telle souffrance. Diantre, madame, vos mots m'affligent, car voyez-vous, l'amour que je vous voue, nounou. » L'improvisation, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Pourtant, un copain de fac, Jean-Marc, pour ne pas le nommer, avec qui je ferai Les Bonimenteurs plus tard, mais à cette époque-là, je ne savais pas, m'avait convaincu de venir essayer un cours d'improvisation, un cours de théâtre basé sur l'improvisation. Moi, au début, je n'étais pas très motivé, mais il avait su trouver les mots. « Didier, viens, tu vas voir, on s'éclate, on apprend plein de choses. » Non, ça me dit rien. « Didier, je te jure, c'est enrichissant. On voit d'autres horizons, je suis sûr que ça va te plaire. » Non, n'insiste pas, je te jure, ça me dit rien. « Didier, écoute-moi, c'est plein de filles. » J'y suis allé tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'improvisation, grâce aux filles. Et là, pour moi, c'est comme si j'étais rentré dans un univers parallèle. J'ai tout de suite compris que j'étais dans mon jardin. Je ne m'étais jamais senti aussi libre que ça. Alors, j'ai décidé de ne faire plus que ça. Et j'ai tout arrêté. J'ai arrêté mes études. Et puis surtout, j'ai arrêté le foot. Au grand désespoir de mon père qui voyait en moi un nouveau Platini. Et puis à l'incompréhension totale de mes copains du foot, qui, eux, pensaient que j'avais pété un câble. Vous avez entendu, Didier, il s'arrête de faire du foot pour faire du théâtre. Ça me déconne, tourne-toi, du théâtre, c'est un truc de PD, ça. Peu importe ce qu'on disait de moi. Moi, je savais que j'avais trouvé mon axe. Je savais que j'étais dans mon élément. En fait, j'avais retrouvé mon âme d'enfant. Et c'est génial de retrouver son âme d'enfant. Parce que
Quand t'es petit, avoir ton âme d'enfant, c'est normal, mais quand t'es adulte, c'est pas évident. Quand tu te reconnectes à ton âme d'enfant, ça peut affoler ton entourage. Les gens comprennent pas toujours. Par exemple, ils te surprennent en train de faire la vaisselle comme ça. Ceci n'est pas une assiette. Tu te reconnectes à ton âme d'enfant. Ceci est un vaisseau spatial immergé. Mon Dieu, il sort de l'eau, il est plein de bulles. Il y a des ketchup, envoyez la super éponge. Non, côté gratounette. Là, il t'envoie à l'asile tout de suite. Pourtant, pour faire de l'impro, il faut absolument se reconnecter à son âme d'enfant. Il faut se reconnecter à son âme d'enfant et puis apprendre 2-3 trucs. Le lâcher prise et sauter dans le vide. Ce qui est à peu près la même chose. Oui, parce que en impro, il n'y a pas de texte. Tout se construit au fur et à mesure. C'est de l'invention immédiate et tout se passe dans l'instant. Et à chaque instant, vous venez le voir et vous le verrez cet après-midi et demain et hier encore, à chaque instant, je dois créer l'instant d'après. Et ça, comme concept, c'est très difficile à intégrer. En quelques instants, je peux traverser 1000 époques, parler différentes langues. Je peux camper plusieurs personnages. Ça devient extraordinaire. Et c'est ce qui est fascinant en improvisation. Mais moi, ce qui m'a toujours impressionné, ce qui m'a impressionné depuis le début, c'est que quand on fait de l'impro, on fait tout à la fois. On est à la fois acteur, auteur, metteur en scène, scénographe, bruiteur, décorateur, accessoiriste. En politique, ça s'appelle le cumul des mandats. Nous, c'est une forme de schizophrénie multiple. Je suis en simultané celui qui est en train d'écrire l'histoire et celui qui joue l'histoire qui est en train d'être écrite. Pouf! Et ça, les gens de l'extérieur, souvent, ne comprennent pas comment ça se passe. Mais quand c'est magique, quand c'est aérien, quand c'est inattendu, alors c'est fascinant. Mais pour que ça soit fascinant tout le temps, il faut absolument respecter une véritable mécanique d'horlogerie. Et c'est cette mécanique que je vais essayer de vous dévoiler, là, maintenant, tout de suite. En fait, comment est-ce qu'on fait une improvisation? Au départ, la première des choses qu'on fait, soit on prend un thème du public, soit on tire un thème. Et souvent, quand on débute l'improvisation, quand on tire un thème, eh bien, on réfléchit à l'histoire qu'on va créer. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que ce n'était pas ça le chemin à suivre. En fait, il ne faut pas réfléchir. Très rapidement, il faut prendre la première image qui passe. On prend cette première image et grâce à cette image, on construit l'histoire. Avec cette image, je vais partir sur quelque chose d'évident. Je ne cherche pas à être intelligent, surprenant ou original. Et puis très vite, pour que l'histoire prenne corps, je vais créer un contexte. Alors un contexte, c'est quoi? Eh bien, en peu de temps, il faut que mon partenaire et le public comprennent à qui il a affaire, où se passe l'action, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe. S'il ne comprend pas ça, ça ne sert à rien. Je peux avoir l'idée la plus géniale du monde, si personne ne la comprend, ça ne sert à rien. Si par exemple je fais ça, pour moi c'est clair, je suis un caméléon en Amazonie sur une branche. Mais pour vous, ça n'est pas. Donc il va falloir que je vous donne des indications, des informations qui vous permettent de vous connecter à mon cerveau, à mon imaginaire immédiatement. Donc si je fais... Là, c'est plus clair. Et vous pouvez rentrer avec moi dans le jeu. Mais au-delà du contexte, au-delà de l'image que l'on prend, il y a quelque chose qui m'a posé toujours un problème quand j'ai commencé l'improvisation. Ça m'a longtemps posé un problème. Et après, j'ai compris. Et chose qui n'est pas simple à faire. C'est que pour que l'histoire devienne intéressante, pour que l'histoire évolue, pour que le public vibre, pour que le public soit toujours connecté, pour que le public soit toujours en tension, il faut créer des péripéties, des rebondissements, des ressorts dramatiques. En fait, il faut créer ce qu'on appelle des problèmes. Et ça, je l'ai compris plus tard, en fait. Et j'ai compris qu'il était très difficile de créer des problèmes et de faire souffrir les personnages en créant des problèmes parce que mon cerveau me l'interdisait. Notre cerveau cherche toujours à rétablir une situation confortable. Et quand on est sur scène, c'est l'inverse qu'on doit faire. On doit créer la souffrance et enfoncer le drame. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un problème? Eh bien, un problème, ça va être une situation, une information qui va casser une situation de base. Par exemple, si je suis un chef cuistot italien, d'accord? Moi, je vais prendre l'accent comme ça parce que c'est plus intéressant. Tout de suite, quand il y a l'accent, ça fait plus italien. Imaginons que je sois dans ma cuisine. Je suis dans la cuisine, je suis en train de préparer les pâtes à la carbonara. Je coupe les petits oignons comme ça, je les mets dans la poêle, j'allume la poêle, j'ai mis un peu d'huile d'olive.
À côté, il y a la grosse marmite qui bout. J'ai mis les linguines à l'intérieur, je tourne comme ça, je fais bouillir. Je vais préparer la sauce carbonara, je prends les œufs, je casse les œufs, je mets le jaune. Je prends les œufs, je casse le œuf, je mets le jaune, je jette le blanc, bien sûr. Je prends le parmigiano, je râpe le parmigiano, j'ai mis le poivre, beaucoup de poivre. C'est de là que vient le mot carbonara. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de poivre. Je ne mets pas de crème fraîche. Je profite de cet instant pour faire passer un petit message culinaire. Il n'y a pas de crème fraîche dans les pâtes à la carbonara. Ça, c'est une invention de chez nous. C'est les Normands, ils avaient trop de lait, ils ont voulu nous refiler ça. Ça n'existe pas. Pas de crème fraîche, pas de débarquement, pas d'allemand, pas de vache, rien. Ça se fait comme ça. Tac. Là, je vous ai donné les éléments essentiels pour commencer l'histoire. Vous avez le contexte, vous savez à qui vous avez affaire, le chef cuistot, vous savez où ça se passe, dans sa cuisine, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des pâtes à la carbonara. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et le pourquoi devient très intéressant. S'il fait ça pour les clients habituels, ça peut être intéressant. Mais ça ne sera pas aussi fort que s'il fait des pâtes à la carbonara pour le chef de la mafia qui vient de rentrer. Ah, Don Vincenzo! Giuseppe, je suis venu manger les pâtes à la carbonara parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma femme, elle est morte il y a 1 an. Et quand on venait ici pour son anniversaire, elle voulait manger les pâtes à la carbonara parce que tu les fais trop bien. Alors j'aimerais que tu me fasses les mêmes pâtes à la carbonara que quand tu les faisais pour elle, pour Maria, persona Maria. Est-ce que tu peux me faire les mêmes pâtes à la carbonara, s'il te plaît, Giuseppe? Ah si, Don Vincenzo, bien sûr. Il y a les oignons qui sont en train de bouillir, tranquille. Il y a les pâtes qui sont bientôt prêtes, la sauce, les pâtes, tout est prêt. Alors écoute-moi bien. Ma femme, ce qu'elle préférait, Marie, ce qu'elle préférait, c'est pas les pâtes, c'est pas les œufs, c'est pas tout ça, c'est les petits lardons. Mets-moi bien des petits lardons. Ah, bien sûr, Don Vincenzo, bien sûr, là c'est prêt, tout est prêt, les petits lardons. Les petits lardons. Ah, les petits lardons. À la limite, tu mets rien du tout, tu mets que les lardons. Ah. Oui, la boucherie, est-ce que vous pouvez me livrer une palette entière de lardons? Quoi? Comment ça, vous n'avez pas été livré non plus? Mais pourquoi? À cause des gilets jaunes, putain, ils nous emmerdent! Il n'y a plus de lardons! Il n'y a plus de... Giuseppe, ils viennent ces lardons ou ils viennent pas? Ah si, Don Vincenzo! C'est parce que je vais créer un problème au personnage existant que vous allez rentrer en empathie avec lui. Et donc, ensuite, je vais pouvoir, moi, améliorer l'histoire en enfonçant son drame et sa souffrance. Sinon, ça marche pas. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons un infirmier en gériatrie. Venez, mamie, venez vous asseoir sur le fauteuil. Venez, voilà, sur le fauteuil. Oh, merci, qu'est-ce que vous êtes gentil. Vous êtes vraiment très aimable. Voilà, asseyez-vous. On va prendre l'air, on va profiter, on va sortir, on va s'aérer un petit peu. Oh, c'est gentil, il y a tellement longtemps que je ne suis pas sorti de cette EHPAD. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, venez, mamie. Voilà, on va se mettre près de la falaise. Voilà. C'est pas là. Je mets le frein. Oh là là, mais le frein est défectueux. Mais c'est sûr, on a du vieux matériel. Je vais prendre cette pierre et je vais caler la roue comme ça. Vous ne bougerez pas. Oh, ce que vous êtes attentionné, Benjamin. J'aime bien être avec vous. Vous savez vous occuper de moi. Oui, oui, mamie, moi aussi j'aime bien être avec vous. Et puis j'aime bien venir aussi auprès de cette falaise, regarder les bateaux qui croisent au loin, qui partent vers Londres ou New York. J'aime bien venir ici, sentir les embruns, les alizés. Oh, ce que vous êtes romantique, c'est magnifique. Oui, et j'aime bien venir ici, mamie, parce qu'il y a 2 ans, je suis tombé amoureux d'une jeune étudiante américaine, Samantha. Et puis, on s'est aimé pendant 2 mois, et puis elle est repartie chez elle, à New York. Et un jour, je lui ai promis que je prendrais un de ses bateaux et que je la rejoindrais aussi. Oh, si j'avais eu quelques années de moi. Oui, et vous savez ce qu'on aimait faire avec Samantha? On aimait faire des concours de jeter de pierres. Celui qui tirait le plus loin. Alors on prenait une grosse pierre et on la jetait très très loin. Et des fois j'allais jusqu'à 10 mètres. On se... I believe I can fly. C'est parce que j'ai mis la pierre, j'ai bloqué votre cerveau qu'ensuite je peux construire l'histoire qui va vous tenir en haleine jusqu'au bout. Vous comprenez le principe? Et toutes les histoires, et c'est ça qui est fascinant. Ce qu'on fait en improvisation, on le fait dans un temps réel, immédiat, mais on se rend compte que le processus de construction, c'est la même chose sur toutes les histoires qui sont créées. Tous les livres, tous les films, c'est le même process. On pose d'abord les personnages, on construit le contexte, où ça se passe, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et ensuite on va mettre des problèmes qui vont faire que l'histoire va finir bien ou mal. Histoire pour adultes comme histoire pour enfants. Si vous prenez une histoire pour enfants, par exemple, Blanche-Neige. L'histoire de Blanche-Neige, c'est quoi?
C'est l'histoire d'une reine qui met au monde une petite fille qui est jolie et blanche comme la neige, on l'appelle Blanche-Neige. Voilà. Si on s'arrête là, tout le monde s'en fout. Non, l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, c'est une reine qui met au monde une petite fille qui est jolie et blanche comme la neige, on l'appelle Blanche-Neige. Mais la mère meurt en accouchant. Problème. La petite fille se retrouve seule avec son père, qui se remarie avec une autre reine qui est jalouse de la beauté de Blanche-Neige. Problème. Le père meurt. Gros problème. Blanche-Neige se retrouve seule avec sa belle-mère qui ne peut pas la saquer. Sa belle-mère demande tous les jours à son miroir, miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle du royaume? C'est Blanche-Neige, ta gueule. Elle décide de se débarrasser de Blanche-Neige. Elle demande à un chasseur de l'emmener dans la forêt, de lui arracher le cœur et de lui ramener en guise de preuve. Problème. Heureusement, le chasseur pris de remords demande à Blanche-Neige de fuir. Fuis, Blanche-Neige. Fuis. Il prend une biche qui passait par là, la mère de Bambi, qui avait rien demandé à personne. Il lui arrache le cœur, il lui ramène, et tac, ça la temporise pour quelque temps. D'où on se dit, ça y est, Blanche-Neige est sauvée. Mais non, elle court dans la forêt, il y a des arbres qui l'attaquent, il y a des moustiques, il y a du vent, elle fait une dépression. Problème. Elle trouve refuge dans une bicoque de nains dégueulasse, elle devient leur boniche. Problème. Elle le fait à manger, elle fait le ménage, elle les nettoie, c'est crasseux parce qu'ils se lavent jamais. Le seul moment de répit qu'elle a, c'est quand ils partent à la grotte casser des cailloux, là on se dit ça y est, elle est sauvée, aïe aïe, on s'en va au boulot. Mais non, non, parce que la belle-mère, la reine déguisée en sorcière, la retrouve. Problème, c'est la marchande de pommes, j'apporte des pommes sans OGM. Ouais, c'est culturel, mais c'est aussi solidaire ce spectacle. Oui, tiens, voilà des pommes. Oh, Blanche-Neige qui est un peu conne quand même. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, des pommes pour moi, gratuites en plus. Elle est vraiment conne. Ouais, tiens, croque là-dedans. Ah, crac, Blanche-Neige croque la pomme est empoisonnée, Blanche-Neige meurt. C'est un spectacle pour enfants. Heureusement, à la fin, il y a le chevalier qui arrive, oh, il la voit par terre, il descend de cheval, tac, il se penche, il fait un bisou sur la bouche, on sait pas s'il met la langue ou pas, on s'en fout. Elle se relève, qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, t'as fait une crise de foie à tarte tatin, allez viens, mange. Et hop là, il la met dedans, tac, ils s'en vont, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais si on veut faire le tome 2, on va être obligé de mettre des problèmes. Je ne sais pas, moi, par exemple, il y a une révolution, le prince est déchu, il est déchu, il tombe dans l'alcool, dans la drogue, il rentre chez lui, il n'y a rien à bouffer, Blanche-Neige, non, il n'y a rien, salope. On raccorde avec l'actualité, tout le monde est content, vous voyez. Là, ça devient intéressant. Toutes les histoires sont construites comme ça, vous lisez les classiques, Shakespeare, Molière, ça finit bien, c'est une comédie, Molière, ça finit mal, c'est une tragédie, Shakespeare. Mais le processus, c'est le même. Les séries télévisées, c'est pareil. Tout le monde est fan d'une série télévisée. Ouah, tu as vu celle-là, tu as vu celle-là, tu as vu celle-là. Ouais, on est devant son canapé, devant sa télé. Ouah, attention, derrière, il va te tuer, attention. Pub, à la semaine prochaine. Oh, sa mère. Pourtant, c'est construit comme ça. Mais la série télévisée, quand même, qui est pour moi le cas d'école des problèmes injectés dans la construction, ça reste La Petite Maison de la Prairie. La Petite Maison de la Prairie, c'est franchement génial. À chaque épisode, vous avez soit le typhus, soit le choléra, soit les criquets qui passent, un orage, un incendie de ville. Tous les fléaux bibliques, ils les ont. Et le père Ingalls, il a sa solution, c'est je vais couper du bois. Même dans le générique, ils ont mis des problèmes. Tout le monde se rappelle de la petite fille qui court dans le champ et qui tombe. On le voit que le champ, il est trop en pente. Pourtant, elle y va, elle tombe une fois, elle se rappelle, elle se relève, elle tombe une deuxième fois, le réalisateur il dit fais-moi une troisième fois ma chérie, jamais je me suis niqué les genoux. C'est pour ça qu'on se rappelle de ce générique, parce qu'elle tombe 2 fois. Si elle court, qu'elle traverse le champ à toute vitesse comme Usain Bolt, tout le monde s'en fout. Personne s'en souvient. Et c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi est-ce qu'on met tant de problèmes dans une histoire ? Parce que les gens, quand ils viennent au théâtre, quand ils regardent un film ou quand ils lisent un livre, ils ont envie de vibrer émotionnellement. Et le fait de créer des problèmes, de faire souffrir les personnages, ça les met en empathie avec les personnages existants, les héros. Et plus on va l'appuyer là-dessus, plus ça va être intéressant. C'est notre part sadique de spectateur. Et nous, en improvisation, on fait ça, mais hyper rapidement, pour vous faire vibrer. Et je trouve ça fascinant. Et l'improvisation, finalement, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a utilisé la première image qui passe, une fois qu'on a créé le contexte, qu'on a injecté tout un tas de problèmes, après on va user d'effets, on va mettre de la pantomime, waouh, waouh, mettre des ralentis, on va mettre des bruitages, le bruitage c'est très très important,
Et c'est normal, hein, je vois souvent des improvisateurs qui ne mettent pas de bruitage. C'est bizarre parce que le bruitage, pour moi, quand on n'a pas d'accessoires, pas de costume, pas de texte, je trouve que le bruitage est capital. Par exemple, et ça me paraît même naturel, si je fais un mec qui utilise une tronçonneuse sans son, ça va faire ça. On voit le truc, mais il nous manque quand même quelque chose. Si on met le bruitage, il y a plus d'épaisseur, plus de crédit. N'aie pas peur, Kimberley. Tout de suite, c'est autre chose. Vous voyez? Et une fois qu'on maîtrise ça, alors on peut faire de l'impro. Et quiconque peut faire de l'improvisation. Il suffit d'appliquer ces codes-là. Tu peux m'allumer la salle, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'allumer le public? Ils sont où, la régie? Ils sont partis. Ils sont partis. C'est pas grave. Petit budget. C'est un petit budget. Il est où? Il est mort. Alors il dort. Qu'est-ce qu'il fait? Il relie Blanche-Neige. Alors, il n'a pas compris. C'est sûr qu'à la fin, elle mange une pomme sans OGM. Bon, il a mis un problème. C'est pas grave. Je m'en fous parce que je suis nyctalogue. Je vous apprends des mots. Alors. 30 secondes, si tu peux attendre 30 secondes. Non, mais je vais y aller maintenant. J'aurais besoin d'une seule personne. Une personne qui n'a jamais fait d'impro et qui monte sur moi, avec moi sur scène. Et qui pourra monter sur moi aussi. En fonction de l'évolution de l'impro, elle pourra monter sur moi. Une personne. Je voudrais une seule personne. Bah, vous êtes courageux, hein. Allez, vas-y, viens, tiens. On peut l'applaudir très très fort. Comment est-ce que tu t'appelles? Salim. Salim? Ouais. Salut Salim. Ça va? Bah ouais, allitération là, c'est dans ce livre. Tu t'appelles Salim, tu fais de l'impro ou pas? J'en ai déjà fait, ouais. Ah mais non, j'appelle ça bon. Mais c'est con parce que si c'est bien, les gens vont dire ouais mais il fait de l'impro. Et si c'est pas bien, ils vont dire mais en plus il fait de l'impro, tu vois ce que je veux dire? Non, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Salim, il y a quelqu'un dans la salle, là, je sais pas encore qui, va nous donner un thème. Ok. Et on va démarrer une improvisation. Hein. Donc le principe de l'improvisation, au départ, quand on commence, bien évidemment, après quand on est des professionnels, des hauts de gamme, comme nos deux amis qu'on vient de voir tout à l'heure, on peut avoir des refus. Mais dans un premier temps, on refuse pas l'information qui arrive. On accepte. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir construire, d'accord? Donc on va prendre un thème au hasard. Je vais commencer, moi, l'improvisation, je vais créer le contexte, etc. Et puis après, on échange et on évolue ensemble. Ok, Salim, je vous demande de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Allô la régie, est-ce que vous avez repris la place? Non, toujours pas. Bon, alors, est-ce que je pourrais avoir une improvisation, un thème d'impro? Oula, calmez-vous, juste, déjà je vous vois pas, si je vous entends tous, c'est pas possible. La boulangerie? Là, tu t'es creusé le cerveau, toi. Hein. Tu as fait un... Pardon? Attendez, juste là-bas? Non, mais c'est quoi? C'est ventriloque ou quoi? T'es ventriloque? Juste une qui parle. Là? Les tortues qui se révoltent, les libellules qui copulent, les cloportes qui se reproduisent, les tortues qui se révoltent. Allez, c'est parti, on y va. T'es prêt? Ouais. Donc je commence et tu me suis, ok? On y va. Jacques, où étais-tu? Au supermarché. Il y a un supermarché sur l'île? Ouais. Mais depuis quand? Mardi. Quoi? Ils ont construit un supermarché? Ouais. Mais alors on est sauvés? Ouais. On va arrêter de bouffer des noix de coco. Je te jure. On n'a plus besoin de faire des feux pour que les bateaux qui passent à l'horizon nous voient. Non. Mais alors pourquoi on s'emmerde? Alors tout va mieux. Tu vois, le problème devient une solution. Et ça c'est génial. C'est l'inverse de ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je ne veux pas te voir pour ça. Oh. Pourquoi tu viens me voir? Regarde, là et là. Oh. Des coquillages. Non, des tortues, t'as pas entendu quoi? Oh, des tortues. Oui, mais parce qu'elles sont sur le ventre, alors de dos on dirait des coquillages, mais Ah, c'est des tortues. d'accord. Mon Dieu, c'est le soleil, il t'a brûlé les yeux, tu as les scorbutes et des rétines. Ouais, avance, regarde, les tortues reviennent, elles reviennent sur le rivage. Ouais. Elles étaient parties, c'est la saison des reproductions, tu le savais? Je le savais, j'ai vu des œufs tout à l'heure. Tu as vu des œufs? Ouais. Au supermarché? Oui. Mon Dieu. Oh, c'est au moins un Carrefour, chez Carrefour il y a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est un carrefour. C'est une pub aussi, on est sponsorisé. Oui, alors, mon Dieu, elles reviennent, elles s'approchent de nous. Oh, mais ce sont des tortues mangeuses d'hommes. Attends, tu... Tu fais des jeux de mots à la con, on va mourir. C'est pas le moment de faire des
jeu de mots, je sais que tu aimes les calembours, mais là on va mourir, Franck. J'ai une idée. Laquelle? Ça m'arrange parce que j'en ai plus. Il faut qu'on s'en débarrasse. Moi, je suis content d'être naufragé avec toi. Comment s'en débarrasser? Va chez Carrefour et ramène-nous quelque chose qui peut les tuer. J'arrive. Mais pas trop longtemps, parce que sinon je reste tout seul sur scène et je m'ennuie. Mon Dieu, j'espère qu'il va trouver une solution pour se débarrasser de ces tortues craquantes. Ah, mon Dieu, il y en a une qui me tient le pied. Ah, J'arrive. ah non. Il faut une scie à métaux ou une tronçonneuse. Ah, mais voilà, fais le bruit, c'est bien, fais le bruit. Fais le bruit. Ah, vas-y. Ah, mais t'es con. Mais t'es con. Non, n'en reste pas là, c'est déséquilibré. Fais-moi l'autre. Fais-moi l'autre jambe. Oh mon Dieu. Tiens, une tortue marine. Une tortue marine. Allez, voilà. Je vais faire les miennes. Prends une tortue pour avancer. Ok. Comme des fers à repasser, voilà. Maintenant qu'on est à leur niveau, on les voit mieux venir. Ouais. Ok, noir. Salim. Salim est un tricheur, il a fait un peu d'impro, tu parles. Ou alors si tu as arrêté, tu as fait une erreur, il faut que tu continues. Bien, voilà. Alors bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, vont se dire, oui, c'est vrai, quand on fait de l'improvisation, bon, je veux bien on tire le thème, ok, je veux bien on crée le contexte, je veux bien on crée des problèmes, il faut quand même une bonne dose d'imagination. Et là, j'ai envie de vous dire, oui, c'est vrai. Il faut de l'imagination, bien évidemment. Mais tout le monde a de l'imagination. Tout un chacun, on a de l'imagination. Le monsieur me regarde, il me dit, moi, je suis pas sûr. Si, vous avez de l'imagination. Même si des fois, votre copine vous dit, je trouve, chérie, que tu manques un petit peu d'imagination, elle se trompe. On a tous de l'imagination. Quand on était enfant, est-ce qu'on se posait la question si on avait de l'imagination ou pas? Non, on jouait, c'est tout. Tous les enfants, à un moment donné, pour tester leur imagination, ont pris un lézard, se sont imaginés que c'était, je sais pas moi, un dragon, ils l'ont éclaté à coups de pierre parce qu'ils pensaient qu'ils attaquaient un château fort. Tous les enfants ont attrapé une mouche en vol comme ça, qu'ils ont arraché l'aile parce qu'ils imaginaient qu'elle pouvait voler sans. Tous les enfants ont attrapé une grenouille qu'ils ont gonflée avec une paille pour en faire une montgolfière. Et en tout cas, moi je l'ai fait. Mais peu importe, tous ont joué. On n'était pas dans le contrôle, on n'était pas dans la censure, on se foutait du regard des autres en fait. On s'amusait et on croyait à ce qu'on était en train de faire, au jeu qu'on avait entrepris. Nos parents nous regardaient, des fois ils se disaient complètement dingue cet enfant. Oui, peut-être, mais nous on se régalait. On ne se posait pas de questions. Et puis après, quand on a grandi, c'est l'inverse qui se passe. Pour la plupart des gens, c'est l'inverse qui se passe. Après, le regard d'autrui devient très très gênant. Si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si je m'habille comme ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si je me comporte comme ça, qu'est-ce qu'on va penser, etc., etc. Et on ferme petit à petit l'imaginaire, on ferme la liberté d'expression, on se renferme, on se sclérose comme ça, clac, clac, et on jette la clé à double tour. Et après on dit, j'ai plus d'imagination, je n'ai pas d'imagination. Ce qui est faux. Il suffit de se reconnecter à son âme d'enfant, puisqu'on l'avait avant, on l'aura après. Il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Antoine Blondin. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur français, c'est celui qui avait écrit le scénario de Un singe en hiver, avec Gabin et Belmondo. Il disait cette phrase que j'adorais, il disait « L'homme descend du songe ». J'adore cette phrase. L'homme descend du songe. Il a raison, on est tous des affabulateurs nés. On est tous capables de créer une histoire. C'est ce qu'on fait, nous, en improvisation. On joue comme les gamins, mais sauf qu'on est des adultes et on le fait devant du public. Mais c'est la même chose. Et puis surtout, il y a un truc qui est très important, c'est que quand on travaille l'improvisation, on ne travaille pas que son imaginaire. On n'entretient pas, on ne cultive pas que son imaginaire. On travaille tout un tas de qualités intrinsèques à chacun d'entre nous. Moi, quand j'ai commencé l'improvisation, j'ai senti qu'en moi, il y avait des choses qui bougeaient. J'ai travaillé sur ma tolérance, sur mon humilité, sur l'écoute, sur le sens de la répartie, sur la rhétorique. Je ne m'étais jamais posé la question, en fait. Et ça venait tout seul, c'était spontané. Alors quand j'ai commencé à écrire cette conférence un petit peu déguisée, eh bien, j'ai commencé à noter les bienfaits de l'improvisation. Je me suis dit, tiens, quand on fait un sketch, quand on fait une impro, qu'est-ce qu'on met en place?
Qu'est-ce qu'on utilise comme qualité intrinsèque propre à chacun des êtres humains? Donc j'ai commencé à noter l'imaginaire, nanani, nanana. Mais en fait, plus au fur et à mesure que j'avance, je me dis, mais c'est pas vrai, on utilise tout ça. Je ne m'étais jamais posé la question, en fait. Et donc je me suis dit, je ne peux pas le garder pour moi. Il faut que j'en fasse une espèce de nuage de mots que je montrerai au public. Et tenez-vous bien, j'ai mené le nuage de mots. Et je vais le chercher. Non, je ne me refuse de rien. Attention, regardez ça. Ouais, je sais, j'ai fait des efforts. Alors je vais le lire fort pour ceux qui sont au fond et qui ont des réflexions, je vais vous dire. Voilà ce qu'on utilise comme valeur intrinsèque, comme habileté intrinsèque quand on fait de l'improvisation. L'éloquence, la discipline, la structure mentale, l'adaptation, la confiance, la présence, l'empathie, l'humilité, l'âme d'enfant, la rigueur, l'intuition, le partage, la rhétorique, l'humour, le plaisir, l'acceptation, la mobilité, l'audace, l'imaginaire, le don de soi, la curiosité, la clarté, le sens de la répartie, l'écoute, la spontanéité, la sincérité, la coopération, la visualisation, la créativité, la liberté, le lâcher-prise, le respect, la fantaisie et l'enthousiasme. On utilise tout ça juste pour faire de l'improvisation. Ça ne veut pas dire qu'on maîtrise. Ça veut dire qu'on travaille pour donner le meilleur de nous-mêmes. Si on maîtrisait ça, on serait tous des Jedi. Mais non, on y travaille. Et quand j'ai écrit ça, je me suis dit, mais bon sang de bonsoir. Parce que des fois, quand je suis tout seul et que j'écris, je me dis, mais bon sang de bonsoir. Et bah bon. Je me suis dit, mais si nous, on utilise ça juste pour faire de l'improvisation, et que ce sont des valeurs intrinsèques à tous les êtres humains, pourquoi est-ce que tout un chacun ne cultive pas ça? Pourquoi est-ce que tout un chacun n'entretient pas ça? Au travail, à travers des formations, à travers des stages, et surtout à l'école. Pourquoi est-ce qu'à l'école, on ne fait pas ça? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas l'accent sur ça? Ça développerait les gamins, ça leur apprendrait la spontanéité, ça leur donnerait confiance. Mais à l'école, on est encore figé sur certains points qui, moi, m'ont toujours dérangé. J'ai jamais compris certains principes. Par exemple, le principe des notes, je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris pourquoi on mettait des notes. Parce que les notes, en fait, ça crée de la compétitivité. Ça crée de la compétition. Entre les enfants, bien sûr, mais entre les parents. Les enfants, quand ils rentrent chez eux et qu'ils ont eu un devoir, c'est combien t'as eu? Combien t'as eu? Tu as eu 10? Comment ça, t'as eu 10? Putain, on a bossé tout le week-end! Je suis resté avec toi, je suis pas allé à la soirée de Jean-Jacques, et t'as eu que 10? Tu vas dans ta chambre, t'es privé de télé tout le week-end. Des fois, c'est plus vicieux. Combien t'as eu? 17? T'as eu 17 en maths? Mais c'est génial! Putain, viens dans mes bras, mon chéri, dans mes bras, 17 en maths, je suis content, tu vois. On a bossé tout le week-end. Je t'ai aidé, je suis pas allé à la soirée Jean-Jacques, mais ça a porté ses fruits, bouge pas, je téléphone à mamie. Oui, maman, ouais, je t'appelle, tu sais combien il a eu le petit? Ouais, 17 en maths. Ouais, je sais, c'est inespéré. Oui, mais je l'ai aidé. Bah ouais, non, je suis pas allé à la soirée de Jean-Jacques, ouais. Bah, j'ai travaillé avec lui tout le week-end. Ouais. Pardon? Ah, je lui ai pas posé la question. Attends, bouge pas. Combien ils ont eu les autres? Ne quitte pas. 19? Les autres, ils ont eu 19, t'as eu que 17? Putain, on va bosser tout le week-end! Je t'ai aidé, je suis pas allé à la soirée de Jean-Jacques, t'as eu que 17 dans ta chambre, tu mangeras pas. Clac! Ça vous rappelle des trucs? Il y a de ça qui m'a toujours dérangé à l'école, et surtout, il y a un truc que je n'ai jamais compris, j'en ai parlé à des profs, tout ça, c'est la hiérarchisation des matières. J'ai jamais compris pourquoi on mettait l'accent sur la hiérarchisation des matières. Pourquoi des matières étaient plus importantes que d'autres. Pourquoi, par exemple, il fallait être bon en maths. En maths. Moi, j'étais bon en dessin. Je faisais des dessins de fou. Quand j'étais petit, tu me mettais dans un coin, waouh, je dessinais partout. Tu me donnais un crayon, 2 stylos, toute la journée, je dessinais. Tout le monde s'en foutait. Enfin non, chez moi, c'était la folie. Mais quand j'allais à l'école, tout le monde s'en foutait. Je montais à ma prof, je me dis oui, même ma prof de dessin, oui, c'est très bien, plaque. Rien à foutre. Et un jour, j'ai compris que le dessin, en fait, par rapport à l'échelle des hiérarchies, ce n'est pas bon. En fait, il faut être bon en maths. En maths, c'est tout en haut. Et dessous les maths, il y a quoi? Les sciences physiques. Dessous la science physique, il y a les langues. Anglais, italien, espagnol, arabe, chinois, tout ce que vous voulez. Dessous, clac, il y a les sciences humaines. La biologie, l'histoire, la géo, nanana. Dessous, il y a quoi? Il y a l'informatique. Dessous, il y a quoi? Il y a le travail manuel. Dessous, il y a quoi? Il y a le sport. Et dessous le sport, il y a l'artistique. Et même dans l'artistique, il y a des sous-catégories. Par exemple, la musique, la flûte. La flûte, c'est plus intéressant que le théâtre, ou c'est plus intéressant que le dessin, ou c'est plus intéressant que la danse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui est bon en maths est plus intéressant qu'un enfant qui est bon en dessin? Allez dire ça à Picasso. Il vous prend un coup de Citroën. Moi, j'ai jamais compris ce principe-là. Ça m'a toujours dérangé. Et ça m'a tellement dérangé qu'à l'âge de 5 ans, je me suis barré.
Je me suis barré de l'école, ouais, je ne supportais pas en fait. D'entrée, en fait, j'ai compris que j'étais pas dans mon élément. J'étais pas en phase. Vous voyez, je me rappelle, je me suis évadé en fait parce qu'on avait des tatas qui nous obligeaient à dormir dans des petits lits carrés bleus. Je sais pas s'il y en a qui ont connu ça, je sais pas s'il y en a des gens qui ont des enfants. Ils nous obligeaient à dormir entre midi et 2 dans des lits bleus. Et moi, j'avais pas sommeil, mais il fallait dormir. En fait, c'était pas pour prendre soin de notre santé, c'est parce que ça leur laissait une demi-heure, 3/4 d'heure pour aller au fond de la salle, fumer des cigarettes et boire des cafés. Parce qu'à cette époque-là, on pouvait fumer des cigarettes et boire des cafés pendant une demi-heure. Et un jour, je me suis barré. Un jour, j'en ai eu marre. Clac, j'ai sorti ma tête comme ça. J'avais 2-3 copains qui dormaient pas. Clac, ils ont sorti la tête comme ça. Et on est sorti doucement, en silence. On attendait la tata qui disait oui, je suis sûr que mon mari me trompe. Oui, ça fait 2 semaines qu'il rentre à 22 h du boulot. Le problème, c'est qu'il est au chômage. Et donc, à 4, on s'est barré. Tac, tac, tout doucement, à pas de loup. Façon Steve McQueen, la grande évasion, clac, clac, clac. On a traversé le couloir, on l'entendait toujours au fond. Ouais, d'ailleurs, pour me venger, j'ai complètement arrêté de m'épiler. On est sorti, on a fait le tour de l'établissement et on s'est retrouvé sur une ligne droite. Je me rappelle, il y avait des cyprès partout. On était 4, 5 ans, on était tout petits. Et on s'est mis à courir pour aller jusqu'au portail. C'était la liberté. On criait pas parce qu'on avait peur. On courait. On est arrivé jusqu'au portail, mais on n'est jamais sorti parce qu'il faisait 2 mètres, on faisait 50 cm. Donc forcément, on n'est pas sorti. C'est la concierge qui est sortie. Et là, la directrice qui a appelé nos parents, et tac, graine de voyou, futur délinquant, 3 jours de renvoi, 5 ans. Je vous jure, c'est vrai. Et à partir de là, je me suis dit, mon Dieu, mais l'école, en fait, c'est une prison. L'école est une prison. L'école est une prison parce que... Alors, il y a certains qui vont me dire, non, mais il exagère un petit peu, là. Si, regardez, faites un petit effort. Faites un pont avec moi. Qu'est-ce qu'il y a autour de chaque établissement scolaire? Des grilles ou des grillages. On vous sépare de la personne que vous aimez le plus au monde. Maman. Très vite, vous comprenez qu'elle est complice, c'est elle qui vous y a amené. Viens, mon chéri, viens. C'est pour la sociabilisation, tu vas apprendre plein de choses, etc. Et là, vous vous retrouvez seul au milieu de la cour, la sonnerie qui sonne. Les enfants qui courent, ça hurle, il y a des grands, des petits, ça bouscule. Il y a des bandes de grands, enfin des gangs qui viennent vous emmerder. Ici, c'est le territoire des écureuils. Toi, tu fais partie du territoire des grenouilles, alors tu dégages. Parce que sinon, je te fais bouffer les noisettes. Tac. Vous retrouvez à la sonnerie, il faut se mettre à 2 par 2 en rang, nanana. Allez, on marche comme ça en classe, on s'assoit, on se lève quand la directrice rentre, on se lève quand la directrice rentre. Vous avez 2 temps de promenade, enfin de récréation par jour. Une le matin, une l'après-midi. À la cantine, il y a des raquettes, bien sûr, il y a des négociations. Tu me donnes ton gâteau au chocolat contre mes frites, ton gâteau au chocolat contre mes frites. Dans les lavabos, il y a des agressions sexuelles. Tu me fais le bisou, tu l'as vu ma culotte du mardi? Moi, à l'école, ça m'a rendu dingue. J'aurais tellement préféré que travailler là-dessus, en fait. Travailler sur ces qualités que je vous ai montrées. Je suis sûr que si on m'avait formé à ça, si on m'avait fait travailler dans ce sens, ça m'aurait permis d'accueillir les autres disciplines fondamentales. Vous imaginez tout ce qu'on met en œuvre quand on fait de l'improvisation. J'aurais aimé qu'on m'inculque ça dès le plus jeune âge. Et que ce soit une discipline comme une autre, comme les maths, le français ou l'histoire géo. Ça aurait fait de moi un autre homme, j'en suis persuadé. Et je milite pour ça. J'aimerais qu'à l'école, ce ne soit pas un atelier ou qu'on fasse des concours d'éloquence. Non, que ce soit une vraie discipline. Comme au Canada. C'est devenu une vraie discipline là-bas, pour ça. Alors bien sûr, je pourrais faire un exercice qui illustre mes propos et qui mette en exergue tout ce que je vous ai montré là. Mais je vais faire un exercice avec 4 d'entre vous, qui met en avant, pour moi, ce qui est les 4 piliers fondamentaux de l'improvisation. Enfin, les 3 plutôt. Les 3 piliers fondamentaux de l'improvisation. Je veux parler de l'attention, de l'acceptation et de l'adaptation. Ce sont les piliers pour moi de l'improvisation et aussi de toute communication interpersonnelle. Donc j'aurais besoin pour ça de 4 personnes. Allez, viens, c'est parti. 4 personnes. 1, on peut l'applaudir. 2 et 3 et 4. On peut les applaudir très très fort. 1, 2. Il en manque 2. Ils arrivent d'en haut, c'est ça? Il arrive d'en haut, d'accord. Il n'a pas pu mettre un rappel ou un truc comme ça, une corde, une liane. 3e, une 4e personne, il me manque une autre personne. Lâchez-vous, hein, Oui, 3, 4. Ben voilà, ben venez. Ben venez, j'en prends plus. Allez, venez, c'est pas grave. Alors, vous allez vous mettre là, comment tu t'appelles? Anne-Marie. Anne-Marie, salut Anne-Marie, je te salue, comment tu t'appelles? Héloïse. Héloïse. Thomas. Tony, Thomas, Héloïse, Anne-Marie. Reda. Reda, salut Reda.
Baptiste. Baptiste, va te mettre là. Relax, tu es là. Tiens, mets-toi là, là. Tac, tac. Mets-toi là. Mets-toi là et mets-toi en face. Mets-toi en face, il y en a un autre qui... Oh, je sens que toi et moi, on va s'amuser. Comment t'appelles-tu? Oh, c'est Simon. Simon, mets-toi en face, Simon. Il a un t-shirt logotisé, improvisé, c'est ça? Mettez-moi en face de lui. Mettez-moi en face. Voilà. On va faire une improvisation que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle l'impro rafale ou l'impro mitraillette. C'est une improvisation qui doit aller très très vite. Le principe, c'est quoi? C'est que l'espace, là, cet espace scénique, ne doit jamais être vide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un va rentrer. À tour de rôle, vous allez rentrer, vous allez venir me proposer une histoire, une situation. Et moi, je vais devoir jouer avec vous. Bien évidemment, ce n'est pas une histoire qui suit. Chaque histoire, chaque proposition est différente. Ne cherchez pas à être surprenant, intelligent, originaux, on s'en fout. Si vous arrivez en me disant, tiens, je t'ai fait un café, tu veux un sucre ou deux, ça me suffit. Un bon improvisateur est un improvisateur évident. C'est parce qu'il va être évident et c'est parce qu'il va construire qu'il va pouvoir aller dans l'originalité ou de la folie ensuite. Donc vous allez rentrer à tour de rôle. Dès que je joue, dès que je finis, je renvoie la personne à sa place et quelqu'un d'autre rentre. Moi, mon travail, en fait, ça va être de mettre en exergue les trois piliers dont je vous ai parlé. Une véritable attention, c'est-à-dire une écoute plus. C'est-à-dire qu'une personne va rentrer et comme je ne sais pas ce qu'elle va me dire, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas si elle a... Je vais devoir la scanner. Voir si elle a des tocs, voir si elle a un accessoire, voir si on est dans une autre époque, etc., etc. Une fois que j'ai porté véritablement attention, alors je vais devoir accepter ce qu'elle me propose. Quelle que soit sa proposition, même si c'est à l'opposé de mes valeurs, de mes croyances, de mes principes. Je fais preuve d'humilité et j'accepte ce qu'elle me propose. Et parce que j'ai accepté ce qu'elle me propose, alors je peux m'adapter et jouer avec elle. Et je trouve en fait que cette application que l'on fait, nous, en improvisation, devrait être une ligne de vie, une conduite de vie dans la vie de tous les jours. Une véritable attention, une véritable écoute, une véritable acceptation de l'autre, donc la tolérance, et une véritable adaptation. Et je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Donc on va faire ça. Vous allez rentrer les uns après les autres. Pas de temps mort. Ok, on peut les applaudir une fois, s'il vous plaît, très fort. Merci. Tu me donnes de l'eau, mais elle a déjà été entamée. J'espère qu'il n'y a pas de maladie. On y va. C'est parti. Quand vous voulez. Tac. Professeur, vous venez de boire de l'eau où il y avait des microbes terribles dedans. Bien sûr, il y avait le microbe. C'est un test que je fais. C'est un test que je fais depuis des années. Vous allez survivre. Je sais pas. Ce sont des nouveaux microbes. Ça m'étonnerait, ce sont des nouveaux microbes. C'est vous qui les avez mis à l'intérieur? Oui. Mon Dieu, je sens que mon cœur palpite. C'est ma vengeance, il m'avait volé mon invention. Martine, j'ai volé ton invention, mais je suis le premier homme que tu as eu dans la vie, c'est moi qui t'ai dépucelé. Ah, c'est vrai. Oh, je regrette. Eh bien oui, tu regrettes. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, non, car j'ai une antidote. Ah bon, alors nous allons pouvoir reprendre. Pas du tout. Ok, c'est parti, on peut l'applaudir. Oui, je sais, je compatis. Parle un peu plus fort, car tu sais, avec le vent, on n'entend pas l'écho emporte ta voix. J'ai plus de réseau. Tu n'as plus de réseau. C'est ce que je te disais, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais je ne suis pas arrivé à rétablir le réseau. Même pas la DSL. Non, tu sais, j'ai été pris chez Free, mais je ne voulais pas travailler là. Non. Non, moi, je voulais donner mon âme et ma pensée à notre Seigneur, mais il n'y avait plus de place. C'est pour ça que j'ai été reconverti, j'ai été convoqué 3 fois par la NPE, enfin par Pôle emploi, j'ai refusé 3 fois et la dernière fois, j'ai été obligé d'accepter n'importe quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. C'est pour ça que t'es jardinier. Je suis jardinier aussi, oui, je cultive mon jardin. On est à l'écoute, il n'y a plus de réseau vraiment, on n'est pas à l'écoute, toi et moi. Je suis jardinier, oui, je suis jardinier et je travaille chez Free et je voulais être curé, tu comprends? Enfin, c'est un peu compliqué, mais on va s'en sortir. Je vais t'envoyer Je vais t'envoyer quelqu'un qui pourra t'aider. Console-toi, on te fera un prix d'amis. Il y aura la 4G illimitée. Fais-moi confiance et aie confiance en notre Seigneur. Et pour que tu crois en ce que je te dis, je t'ai apporté un bégonia. Ça y est, tout est, voilà, tout est bouclé. Parle fort, oui. Regarde. Oui.
C'est eux, je crois que c'est eux. Tu es sûr? Mais regarde, ils sont là. Mais qui? Ils s'approchent. Mais qui? Mais là, les 4, là, ils sont jaunes, orange, rouge. Vert, C'est chaud. oh mon Dieu, tu avais raison. Tu avais raison, Jackson. Je te l'avais dit, je crois. Tu non? me l'avais dit, je ne te croyais pas. Alors que devons-nous faire? Je pensais qu'ils étaient verts, mais non. Je ne suis pas sûr que ce soit eux, en fait. Mais qu'est-ce que ça change? Ils sont étrangers, ils viennent nous envahir, qu'ils soient verts, jaunes ou bleus, on s'en fout. Ouais, mais pour moi, ils étaient verts. Dans mon rêve, ils étaient verts. Et là, ils sont différents. Mais ton rêve, tu n'étais pas dans ton état normal puisque tu rêvais, peu importe la couleur. Et je te rappelle, Jackson, que tu es daltonien, donc c'est normal que tu confondes tout. Mais là, ils sont là, face à nous. Donc c'est eux. Et nous sommes les premiers à les voir. C'est eux. Jackson, Oui, tu sais ce que ça veut dire? Nous allons rentrer dans l'histoire, toi et moi. c'est maintenant. C'est maintenant. Qui passe en premier? Vas-y toi quand même, parce que c'est ton idée. Vas-y, je te regarde et je te couvre, je prends un fusil à canoncier. Vas-y Jackson, vas-y, ta femme et tes enfants te regardent. Je suis prêt. Vas-y, mon Dieu, il a aspiré. Oh, alléluia, j'ai un bégonia. Ma carte. Qu'est-ce que... Non, 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 ma carte. Non, tu n'auras pas ta carte, je t'avais dit de réviser, tu n'as pas révisé, tu es puni, tu n'auras pas ta carte pour partir avec tes copains en sortie. Non, mais je m'en fous de ça, tu vas pas m'embobiner avec ça. Ma carte de fidélité. Ta carte de fidélité, pour quoi faire? Pour avoir le cadeau de Monoprix. Tu crois vraiment que depuis un mois, là, j'achète les produits Monoprix dégueulasses, tout ça pour pas avoir le blender à la fin? Jessica, tu es privée de tout, de carte de fidélité, de carte de transport et de blender. C'est pas grave, je vais faire une nouvelle carte, je vais gagner le blender Mais et je tu- vais te blenderiser. Mais tu ne peux pas faire une nouvelle carte, car il faut que je signe, tu es encore mineur. Mais moi aussi je peux crier. Ah! Depuis que ta mère est morte, je te supporte. Depuis que ma mère est morte, je te supporte. C'est réciproque, nous sommes condamnés à vivre ici. Tu ne travailles pas assez à l'école, et si tu ne travailles pas assez à l'école, tu n'auras pas de bourse. Et si tu n'as pas la bourse, tu ne rentreras pas à l'université. Et si tu Mais ne on rentres- n'a pas de bourse, et ben tu t'en sors très bien apparemment. J'ai pas de bourse, et comment je Non, t'ai t'as pas fait? de bourse. Comment je t'ai fait? Alors cesse. Je me retire de cette conversation. Jessica, rentre dans ta chambre, tu ne sortiras plus. C'est toi, Paulette? Oui. Je t'imaginais un peu moins velu, enfin je veux dire poli, enfin je veux dire barbu, enfin un peu moins homme quoi. Pourtant, j'ai été super clair sur l'annonce. En marquant femme, tu veux dire? Oui. Oui, enfin j'imaginais... J'ai que marqué tu- femme à la pilosité exacerbée. Oui. Je n'ai pas menti sur le produit. Ils ont c'est à moitié vrai en tout cas, oui. Mais Je tu n'as vois pas, des tu femmes, n'as pas vu le reste. Tu risques Ouais. d'être surpris. Et du coup on va quand même manger alors, hein. Je ne sais pas si tu m'as invité à ce restaurant pour notre premier rendez-vous. J'estime que c'est pour manger. Tu voudrais y faire quoi? Philippe. Tu t'appelles Philippe, c'est ça? C'est Natacha en fait. C'est Natacha? Oui, oui. Moi aussi je t'ai... Avance un petit peu, Natacha, qu'on te voit bien. Oui. Qu'on voit bien tes névroses en direct. C'est ça, oui. Tu es une femme aussi? Mais tu m'as menti. Oui, je t'ai menti. Tu as marqué Philippe sur l'intitulé. Et ben voilà. Nous sommes deux menteurs alors. Mais nous sommes tous les deux velus. Oui. Que sommes-nous devenus? Pour une très jolie pilosité faciale. Natacha, Oui. je sens que quelque... Mon Dieu, mais tu es roux. Oui. J'avais dit que j'acceptais tout sauf les roux. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu veux que je parte, c'est ça? Non, reste, car personne d'autre n'est venu que toi. D'accord, Paulette. Tu m'appelles Paulette? Oui. Je t'appellerai Natacha. D'accord. Appelons-nous. Alors, tu as mon numéro de téléphone? Alors appelons-nous. D'accord. On mange quand même? Ou on s'appelle? Non, là, le resto a fermé, nous avons trop traîné. D'accord. Toi, tu ris, j'adore quand tu ris. Mais oui, mais c'est la gêne. Tu as un sourire de roux et ça me plaît. À bientôt, Natacha. Tu m'appelles? Maître, Oui. Seigneur des ténèbres, Oui. la relique que vous nous avez envoyée, Oui, eh d'aller bien. chercher
au fin fond de gouffre. Oui, eh bien. Nous avons eu quelques soucis. Quel souci as-tu eu, Belzébus? Disons que nous avons rencontré un groupe de héros fort. Eh bien? Et toute l'équipe s'est fait défoncer. Défoncer, du verbe premier groupe, défoncer? Éclater. Tu veux dire que tu es revenu seul? Oui, maître. Et as-tu ramené ce que je t'avais demandé? Peu importe de la vie des autres. Ce qui m'importait, c'est ce que je t'avais emmené quêter. L'as-tu ramené? Il y a beaucoup de verbes du premier groupe. Oui, maître, alors du coup, je suis venu tout seul. Dans mon slip, c'est déjà ça. J'ai ramené Mon Dieu! Tout seul dans ton slip. Cette histoire me plaît. Mais je vous promets que je vais y arriver la prochaine fois, maître. Tu sais que tu dois être châtié. Tu te souviens des écrits. Tu te souviens des écrits de la prophétie? C'est marqué là. Celui qui reviendra seul, sans être chargé de la quête pourvue, je sais pas ce que ça veut dire, mais peu importe, devra être châtié et mourra sur le champ. À genoux, Belzébus. Je vais te tailler la tête. Fing avec ce sabre. As-tu une dernière volonté? Oui, par contre, vous faites un peu court ici, un petit court par là. Hein. Par contre, vous laissez un peu de longueur là. Ne bouge pas, ça va aller très vite. Chose promise, chose due. Monte dans la voiture. Tu mets pas ta ceinture? Non. D'accord. Moi non plus alors. Où on va? On va sur ce braquage, enfin. Ah oui, j'avais pas situé tout de suite parce qu'il y a 2 minutes j'étais avec mon... Mais ta cagoule. Oui. Mon Dieu, j'ai mis ça en verre. Ça y est, t'es sûr, je sais On va pas. enfin récupérer ce joyau. Je sais pas si on fait bien, on est que 2. Il y a des gardes un peu partout. Je sais pas si on fait bien. Je sais que tu tiens à cette mission, mais je sais pas si on va s'en sortir. Mais enfin, Jackson. Oh oui, Michael. Tu sais très bien que ça fait 6 mois qu'on est sur le coup. Ça fait un peu bizarre de parler avec cette voix-là. Je sais, mais depuis le début, je te dis qu'on est pas assez, on est que 2. Il y a au moins 10 gardes. Oh mon Dieu. La route. Ok. Si tu veux pas y aller, j'irai tout seul. Parce que t'as démarré là depuis tout à l'heure. C'est très compliqué de parler et de conduire en même temps. Je passe des vitesses aussi. Arrivée discrète, on y va. Regarde. Allez, je te suis. On y va. Je te suis, tu m'as l'air inspiré. Vas-y. Excuse-moi, ouais, c'est la première fois qu'on braque une banque en tongs, mais c'est pas grave. T'as raison. Du coup, tu t'es embarqué tout seul dans cette histoire. on assume. Mais ouais, on assume. Allez. Ouais. Bougez plus. Ouais. Oh mon Dieu. Jackson. Ah, démerde-toi, trouve une conclusion. Excusez-moi, monsieur, la mini rose fluo qui j'avais demandé. T'as bien fait, c'était ma fille, cette salope. C'est bien. Elle mérite. Voilà. Mon temps qui était imparti va s'achever. Juste, je voulais finir sur quelque chose. Merci beaucoup. On peut les applaudir encore une fois. J'adore faire cet exercice-là. J'adore partager avec des gens qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas l'improvisation. On trouve toujours des espèces de joyaux. C'est surprenant. C'est ce qui me plaît dans l'improvisation. Moi, je me suis toujours posé la question de pourquoi j'aimais cet art. Parce que comme je vous le disais au début, je ne faisais pas du tout de théâtre. Chez moi, c'était le foot, c'était le sport en fait. Et puis donc j'ai cherché à comprendre, à connaître la source, d'où ça venait, d'où ça me venait. Il n'y avait pas d'artiste dans la famille. Et donc j'ai posé la question à droite, à gauche et personne ne savait me répondre. Et puis un jour j'ai eu la réponse grâce à ma grand-mère en fait. Ma grand-mère c'était une Marseillaise, parce que je suis Marseillais, elle était petite, elle faisait 1m50. Et 1m50 aussi, elle était petite et grosse, elle avait les yeux violets, elle était très impressionnante. C'était la doyenne en fait, et j'étais allé la voir pour faire mon arbre généalogique. Et elle était très impressionnante parce qu'elle était voyante. Elle voyait l'avenir.
Et elle avait un sens de l'humour et un franc-parler. Elle avait un accent coupé au couteau. Elle parlait vraiment comme ça, comme les Marseillaises, les grosses Marseillaises qui parlent comme ça. Elle était très impressionnante. Et donc je vais la voir pour faire mon arbre généalogique. Et elle commence à regarder les registres, les actes de naissance, de décès, etc. etc. Puis d'un coup elle s'arrête, elle me regarde avec ses yeux violets. Elle me dit, mais toi tu es comme ta mère, toi. Je dis, comment ça, comme ma mère? Mais toi, t'es toujours à faire le couillon, là, à faire le rigolo avec tes trucs improvisation, mamie. C'est ça, voilà, bien sûr, des trucs d'improvisation. Ta mère, elle faisait pareil quand elle était petite, entre 10 et 13 ans, elle faisait la même chose que toi. Comment ça, qu'est-ce que tu me racontes? Mais oui, quand elle était au collège des filles, à la récréation avec sa copine Jacqueline. Tu te rappelles Jacqueline? Sa meilleure amie, la grande. La costaud, celle qui a les gros bras comme ça, celle qui a les joues roses. Et oui, Jacqueline, celle qui a fini docker pour Autonome de Marseille. Tu vois qui c'est? Ah oui, Jacqueline. Eh bien, Jacqueline était grande, ta mère était petite, et à la récréation, elle se mettait sous le préau, les copines s'asseyaient devant, comme ça, et elle faisait des sketchs, des tchèques, des cheats. Des sketchs, mamie. Oui, c'est ça. Et c'était rigolo. C'était tellement rigolo que même les profs, elles venaient, ça durait pas 10 minutes à la récréation, ça durait 20 minutes, une demi-heure. C'est comme ta mère. Imaginez le truc. Moi, ça faisait des années que je faisais de l'improvisation, j'avais joué partout en France, j'avais joué partout dans les pays francophones, et j'avais toujours demandé, je me posais cette question, d'où venait l'origine. Ma mère était venue voir mes spectacles des centaines de fois, et elle m'avait jamais raconté ça. Donc je vais voir ma mère, je lui dis, maman, c'est vrai? C'est vrai ce que m'a dit mamie? Elle me dit, ouais, tout à fait. Je dis, mais comment ça, je comprends pas. Elle me dit, quand j'étais au collège, entre 10 et 13 ans, et même au lycée, je continue après, avec ma copine Jacqueline. Tu te rappelles Jacqueline? La grande, la costaud. Oui, non, c'est bon, je me rappelle. Jacqueline était grande, moi j'étais petite, et puis on se mettait sous le préau comme ça à la récréation, et toutes les copines s'asseyaient devant. Il y avait des profs aussi qui venaient. Et puis on faisait des petites scénettes humoristiques, on jouait. J'ai dit, mais comment vous écriviez des sketchs, vous répétiez, vous faisiez... Elle me dit, non, pas du tout. C'était sur l'instant en fait. Il y en a une qui nous donnait un mot, une autre une phrase, un autre une situation, un personnage, un métier. Et puis on commençait à jouer. J'ai dit, mais maman, tu te rends compte ce que tu es en train de me dire? Ça vient de là. Ça vient de là, maman. C'est la même source. Ça vient de là, cette source-là. C'est exactement pareil. Ce que je fais, moi, aujourd'hui, c'est ce que tu faisais, toi. Tu m'en as jamais parlé, c'est inconscient. Tu me l'as transmis inconsciemment. Et là, ma mère me regarde et me dit cette phrase que je ne l'oublierai jamais. Elle me regarde et me dit, je vois pas le rapport. Un tonnerre d'applaudissements à tous les organisateurs de ce super festival. Alors moi quand j'ai commencé l'improvisation ça fait un peu vieux soldat, mais c'est vrai que quand on faisait, c'était en 2000, donc il n'y avait pas autant de spectacles d'improvisation ou de gens qui pratiquaient comme ça, on était un peu esselés, on disait même pas que notre spectacle était un spectacle d'impro. Parce que c'était mal vu par les programmateurs, on disait c'est un spectacle dans lequel il y a un peu d'improvisation. Bon, maintenant c'est devenu, ça s'est vulgarisé, tout le monde en fait, c'est génial. Moi je suis vraiment un militant de cet art qui est particulier et qui a un accès au théâtre pour moi qui est hyper ludique, qui est un art à part entière bien évidemment, mais qui est ludique, qui est joyeux et qui, comme je le disais tout à l'heure, devrait être à la portée de tout le monde, des plus jeunes. Donc faire un festival comme ils font depuis toutes ces années, ça demande un boulot monstre, il y a énormément de bénévoles, faire venir les troupes, réserver, négocier les théâtres, etc. C'est très difficile, donc je voudrais qu'on les applaudisse très très fort. Voilà. Je vous laisse continuer ce merveilleux week-end en vous disant que je serai au Festival d'Avignon, au Théâtre des Béliers, à 20h45, tout le Festival d'Avignon. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont descendre au festival, vous verrez le spectacle en entier, parce que là c'est un extrait bien évidemment. Si vous ne venez pas, vous avez toujours un cousin à Avignon, vous lui passez un coup de téléphone, il vient avec sa famille, le but c'est de remplir la salle, il y a 1600 spectacles pendant le festival. C'est un truc de fou, c'est une foire complètement dingue, donc il faut remplir par le bouche à oreille, la bouche à oreille c'est vous. Donc si ça vous a plu, eh bien parlez-en autour de vous, si ça ne va pas plu, eh bien, vous en parlez pas. Vous avez déjà perdu 50 minutes, n'en perdez pas d'autres, essayez de descendre le spectacle. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, ciao.